Matin. Midi. Soir. Matin. Midi. Soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie d'Innovation Experience. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations, et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons honneur à la Belgique, pays dans lequel il se passe beaucoup de choses en termes d'innovation managériale. Daniel, bonjour. Bonjour Sophie. Daniel, quels sont les 3 mots que tu préfères dans la vie et pourquoi ? Je dirais construire, l'humain et le positif. Et pourquoi ? Parce que construire, c'est de l'action. Donc on voit ce qu'on a fait, on voit le travail, on peut se retourner derrière et on voit et on ressent une fierté. L'humain, parce que tout seul, on ne peut rien faire en fait. On ne peut rien construire tout seul. Donc l'humain, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et surtout les relations entre les humains. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Et le positif, parce que c'est le choix de chacun. On peut toujours regarder soit d'un côté, qu'on dit le verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Ben moi, je regarde toujours le verre qui est plein. Voilà. Vous avez dû reconnaître ce petit accent chantant que tu as. Daniel, tu es le patron d'Infodata, qui est une entreprise informatique basée notamment à Luxembourg, mais aussi en Belgique. Et tu as un jour proposé à tes collaborateurs d'essayer de manager l'équipe différemment. Comment est-ce que tu leur as présenté ça finalement ? Là, j'aime pas vraiment de stratégie, c'était très compliqué parce que moi j'étais convaincu, mais seulement j'avais 2 choix. Soit j'essayais de les réunir tous à un endroit et puis de lâcher tout pendant une réunion ou quoi que ce soit, ou alors c'est les prendre un à un et essayer de les convaincre un à un. Et j'ai choisi plutôt cette option de les convaincre un à un. Donc j'ai mis pendant 1 an, j'ai essayé, je les ai rencontrés séparément et j'ai essayé de les convaincre chacun séparément en fait. Parce que je pense que chacun a sa propre personnalité et les arguments avec un ne sont pas les arguments avec un autre, etc. Et je crois que si on veut atteindre quelque chose, il faut aller dans la personnalisation de chacun. C'était quoi du coup le défi à relever pour toi à cette époque-là ? Mon défi, il existe toujours. Hein. C'est que, voilà, aujourd'hui, moi j'ai 57 ans, donc ça fait 3 ans, donc j'avais 54 ans. Et comme me disait un de mes clients à cette époque-là, qui me demandait mon âge, et je lui avais dit mon âge, et il m'avait dit « Ah ben monsieur Driss, vous êtes comme moi, vous êtes plus proche des chrysanthèmes que des dragées », qu'il m'avait dit. Donc après, derrière, j'ai commencé à réfléchir, et j'ai dit « Ah ouais, c'est vrai que les chrysanthèmes, elles sont quand même pas très très loin. » Donc il va falloir quand même réfléchir, mais je parle de chrysanthèmes professionnels, hein, pas encore les autres. Donc voilà. Donc à partir de là, une grande réflexion s'est faite, et dire « oui, mais c'est vrai, effectivement, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, quoi, voilà. » Et c'était quoi le défi à relever pour tes équipes, du coup ? En fait, ici, c'est parce que ça changeait tout. Si je prenais une conscientisation que j'étais pas éternel et que j'avais pas signé un sacerdoce en créant mon entreprise, à ce moment-là, ça veut dire que inévitablement, je devais m'effacer. Et si je devais m'effacer, ça veut dire qu'il y aurait soit un trou, ou soit il fallait essayer d'entreprendre quelque chose pour combler ce trou par quelque chose. Mais ce quoi ? Par quoi ? Et donc ici, c'est un des scénarios, je dirais, pour combler ce trou, en fait. Matin. Alors, on va passer sur notre séquence du matin et on va revenir sur l'avant de tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter, Daniel, comment tu vivais l'entreprise avant de te poser ces questions-là ? Oui, je dirais que
Bon, j'ai commencé très jeune. J'avais 22 ans quand j'ai créé mon entreprise. Et en fait, mon éducation a fait que celui qui crée quelque chose, qui crée une entreprise, c'est celui qui doit être devant, c'est celui qui doit montrer le bon exemple, c'est celui qui doit travailler le plus, et qui doit être le plus honnête, etc., le plus intelligent, et tout genre de choses. Et ça vient de mon éducation. Et ces croyances, je les ai pas remises en question, en fait, ces croyances. Donc pour moi, il fallait assumer ces croyances-là. Donc j'ai toujours essayé d'aller dans ce sens-là et de respecter ça, que mon père de là-haut puisse me regarder et me dise bah oui, c'est comme ça que je t'ai appris, tu dois faire comme ça, hein, voilà quoi. Et j'essayais d'être le moins mauvais possible, en tout cas dans cette fonction-là. Et c'est comme ça que j'ai toujours essayé de faire, en fait. Mais au fur et à mesure, je sentais bien que j'avais aussi des choses que je voyais qui donnaient des choses plus positives, et ça suffisait pas de diriger les gens, mais comme je suis dans l'informatique, la notion de laisser les gens être créatifs et ce genre de choses, je trouvais quand même que c'était quelque chose qui était bien, la créativité, et de laisser savoir du temps et laisser des gens s'exprimer. Donc j'avais déjà vu que dans l'humain, il y avait quelque chose des potentiels, en fait. Super. Pourquoi du coup, à ton âge, entre guillemets, comme tu nous l'as indiqué, tu as voulu initier un changement profond de ton organisation? Alors, comme je me posais des questions, et j'avais des choix, pour l'avenir de mon entreprise, c'était soit je continuais et faire comme Molière, c'était mourir sur les planches, soit c'était revendre l'entreprise à un groupe plus important ou quoi que ce soit, ou soit c'était remettre l'entreprise aux personnes avec qui j'ai travaillé toute ma vie, et d'essayer de travailler avec ce scénario-là, mais je n'arrivais pas à concevoir qu'avec toutes leurs capacités et autres, malgré ma confiance, qu'ils y arriveraient. J'avais une grosse peur. Donc, je me posais plein de questions. Et c'est le hasard, en fait. Un jour, j'étais en voiture, j'étais en Belgique, j'écoutais une radio qui s'appelle La Première en Belgique. Je ne sais pas si on peut dire des noms. Et donc, j'écoutais ça. Il y avait une émission qui s'appelait Entrer sans frapper. Et il y avait un gars qui présentait un bouquin. Et c'était Alexandre, en fait, qui présentait son livre. Et le patron qui voulait plus être chef. Et bouf, moi j'écoutais d'une oreille dans la voiture, et puis après derrière, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon oreille s'est tendue, ou les deux, je me suis garé sur le côté, et j'ai écouté tout ce que tu racontais, Alexandre, et là en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Et j'ai dit, mais ça oui, c'est ce truc-là. Alors, j'ai pris une autre bouquin, puis tout de suite je l'ai acheté, et puis je me suis empressé de le lire, et j'ai dit, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Donc j'avais une conviction à l'intérieur de moi que c'était vers là qu'il fallait que j'aille, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez déjà créé de différent qui fonctionnait bien à l'époque ? C'était déjà le grand niveau de confiance qu'on donnait aux gens. Donc on avait déjà un bon niveau de confiance, et ça c'est important, un bon espace d'expression des gens. Donc c'est pour ça que aussi, même quelqu'un qui vient de rentrer, ou un étudiant qui fait son stage chez nous, quoi que ce soit, on lui a toujours laissé la place de dire des choses. Et ça, c'était des choses qui étaient comme ça, et c'était déjà des choses importantes, je trouve. Et qu'est-ce qui manquait du coup pour avancer dans le sens où tu souhaitais avancer? En fait, c'était comme j'étais tellement persuadé que tout venait d'en haut, et que que toutes les grandes décisions, qu'il fallait montrer ce qu'il fallait faire, et les autres devaient suivre, en fait. Donc il fallait plutôt travailler sur la motivation, que les gens soient motivés pour suivre les idées qui venaient en fait d'en haut. Et j'étais persuadé de ce genre de choses. Et donc j'ai jamais pensé qu'on pourrait le faire à l'envers, en fait. Et c'est ça qui m'a complètement retourné. D'ailleurs, si je l'ai pensé à l'envers, ça m'a mis à l'envers, en fait. C'est ça, quoi. Ah, il est midi. 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 On passe sur notre séquence de midi, et j'ai envie que tu nous racontes, Daniel, quel a été ton déclic? Mais mon déclic, c'était vraiment cette histoire d'Alexandre, qui a participé à une émission de radio belge, La Première, et qui a parlé de son livre. Et c'est vraiment ça qui a fait le déclic chez moi. En fait, c'était quelque chose que je connaissais pas, et que je savais, comme je ne connaissais pas, je savais même pas que ça existait. Et derrière,
par le fait de l'énoncer, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Il s'est passé quelque chose. Je ne veux pas dire que la pièce est tombée ou je ne sais pas quoi, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, en fait, à ce moment-là, en fait. Donc le livre dont tu parles, c'est celui d'Alexandre Gérard, le patron qui ne voulait plus être chef. Qu'est-ce qui t'a percuté le plus dans ce livre-là ? En fait, c'est ce qui m'a percuté le plus. Premièrement, c'est que lui est arrivé, en fait, à, je ne vais pas dire devenir inutile, mais que l'entreprise, et le fait qu'il a pu partir pendant 1 an pour faire le tour du monde, et que l'entreprise, pendant ce temps-là, malgré son angoisse et toutes ses peurs qu'il avait avant de quitter, et quand il est revenu, en fait, l'entreprise avait progressé sans lui. Bon, à ce moment-là, il se passe 2 choses, parce que je pense qu'on peut partir d'un côté et dire « Waouh, super, ils ont été géniaux » et tout ce genre de choses. Et de l'autre côté, il faut dire comme la vérité, c'est de dire « Mais purée, à quoi je sers, quoi ?» Parce qu'en fait, je ne sers plus à rien, quoi. Donc c'est un double questionnement, en fait, qui se passe à ce moment-là. À ce moment-là, Daniel, tu décides d'engager tout le monde. Comment ça marche pour toi, là ? Ouais, donc quand je suis persuadé que je veux aller vers ça, je me dis, je vais y aller si tous les associés sont d'accord d'y aller. Donc on était 12 associés à l'époque, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et pendant 1 an, je les ai vus un derrière l'autre. En fait, je n'ai pas eu l'occasion de les voir tous, parce qu'en fait, à la fin, il m'en restait 2, et en fait, que j'avais planifié de les voir, mais c'était plus complexe, parce que c'est des gens avec qui j'avais une relation plus distante, on va dire, et que c'est des personnes beaucoup plus affirmatives et qui sont relativement autoritaires dans leur département. Donc à partir de là, je dis ça va jamais passer chez eux. Donc en fait, les cas plus compliqués, parce que je me dis ça sert à rien que je commence par ceux-là, je vais d'abord commencer par les plus faciles, puis je verrai bien la mayonnaise si j'arrive à la faire monter ou pas de ce côté-là. Et puis au fur et à mesure que j'avançais, ça marchait, j'avais des retours des gens. Donc après, je sentais bien que vers les plus compliqués, je devrais de toute façon y passer un jour, quoi. On y arriverait de ce côté-là. En fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'était fait à l'envers. C'est eux qui ont vu qu'il s'est passé quelque chose, qu'il se passait quelque chose, alors que j'avais demandé que chacun ne dise rien du tout, qu'il n'en parle à personne, etc., parmi les associés. Il y en a qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis un jour, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau et qui m'a dit carrément « Dis-moi ce qui se passe pour l'instant, parce qu'il se passe quelque chose, tu veux rien me dire, tu me caches des choses, etc. » Et alors là, j'ai dit « Bon, ok, assieds-toi, et on va parler. » Ok, voilà. Et vous avez parlé de quoi ? Je lui ai parlé de ça, et je lui ai parlé aussi pourquoi c'était plus compliqué pour moi aussi d'aller le trouver et de lui en parler, et que j'avais peur. J'avais peur que j'étais tellement proche d'arriver à convaincre tout le monde que je savais que les derniers, ça serait plus complexe, et à ce moment-là, j'avais cette peur, et c'est pour ça sans doute que je repoussais devant moi le fait de prendre le rendez-vous avec lui. Je dis maintenant c'est l'occasion, alors on va le faire, et j'ai remis à chacun le livre, et j'ai demandé à chacun de le lire s'il le voulait. S'il ne veut pas lire, il lit. Donc voilà, quoi. Et il est reparti avec le livre, et il a été lire le livre. Et par après, il est revenu et il m'a dit « Tu croyais que moi je ne serais pas d'accord avec ça ? Eh bien moi je vais te dire que oui. » Voilà. Génial. Du coup, comment tu t'y prends après pour embarquer les équipes ? Là, tu nous parles des associés. Comment tu as fait pour embarquer les équipes ? Il faut essayer d'arriver à... déjà, les associés, ils ont été d'accord. Donc, à ce moment-là, j'avais reçu un chèque en blanc. Ok, ça, c'était bien. Après, derrière, je dis, vous m'avez donné le chèque, c'est moi qui vais mettre le montant. Et là, on ne reviendra pas sur ce genre de choses. Parce que je savais que par après, entre des pensées qu'on peut avoir, où on croit qu'on vit dans un monde de bisounours, que ce monde-là est un monde de bisounours, que ça va régler tout, et tout ce genre de choses. Moi, je savais très bien qu'en fait, on vendait le voyage de l'autre côté de la montagne. Mais de l'autre côté, parcourir et traverser la montagne, ça, c'est complètement autre chose. Et je savais bien qu'il y a des gens qui reviendraient et qui me demanderaient de faire marche arrière et de faire demi-tour sur ce chemin de la montagne, quoi. Du coup, à cette époque-là, comment tu diffuses cet esprit-là sans dire un peu ce que vous allez faire ?
Donc la première chose, c'est que j'ai dit, si on s'embarque, et c'est ce que disait Alexandre aussi dans son livre, si on s'embarque dans cette aventure et qu'on n'a pas d'outils, on est perdant dès le départ. Parce que on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, voilà quoi, c'est vraiment, on est dépourvu de tout quoi. Et à ce moment-là, on a beau, c'est comme le gars qui dit, mais moi je sais pas nager, et les copains lui donnent des bouquins pour apprendre la brasse, et il lit tous les livres dans tous les sens, il connaît tout par cœur quoi. Mais on l'a pas mis, il a pas encore sauté, il a pas sauté dans la piscine quoi. Et c'est seulement qu'on est dans la piscine qu'on se rend compte en fait de toutes les choses. Même si on a eu tout le bouquin, ça sert plus à rien. Il faut après derrière, donc à ce moment-là, il faut apprendre des outils avant d'y aller quoi. Donc j'ai proposé à tous les associés, donc là c'est là que j'ai connu Innovon, et à ce moment-là j'ai proposé à tous les associés, s'ils le voulaient, de suivre la formation, donc ITO avec Innovon. Et dans les 12, en fait, il y en a 3, il y en a 4 au début qui ont dit oui, et il y en a un malheureusement qui a dû se faire juste la semaine, quelques jours avant de venir à Pornic, il s'est fait opérer de l'appendicite, donc il n'a pas pu venir avec, mais les autres, ils ont continué, et on était jusqu'au bout, en fait. Qu'est-ce qui t'a permis de donner de la puissance à ton parcours de transformation, Daniel ? Je pense que c'est parce que on rencontre parmi les outils, on rencontre des choses qui sont fortes, et je dirais que comme Alexandre, la fois où je l'ai entendu à la radio, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, mais en fait après il y a d'autres outils qui ont fait des choses en moi. Donc en fait c'est comme si j'étais sur un chemin du petit poussé, et puis je vois un caillou blanc, et puis en fait en avançant sur le chemin, je vois encore un autre caillou blanc, et puis encore un autre caillou blanc, puis par là, puis je rencontre plein de cailloux blancs qui me font avancer, quoi, par exemple, quoi. Moi, je me souviens, le livre que tu avais de Marshall Rosenberg, avec et toutes les séparations de pages que tu avais et tout ça, et j'ai dit, tiens, c'est quoi ce livre-là, etc. Puis après, derrière, moi, je l'ai acheté, et je l'ai lu, et en fait, quand il y a eu ce livre-là, j'ai dit, oula, là, il y a encore une sacrée pièce de monnaie qui est tombée, et là, je dis, il faut que j'aille plus loin, et je continue toujours aujourd'hui dans cette voie-là, en tout cas. Et pas que moi, mes équipes aussi. Donc, on a plein de groupes qui suivent aussi des formations en communication non violente, etc., grâce à tout ça, en fait. Je cite le livre de Marshall Rosenberg, « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Soir. Alors on passe sur notre séquence du soir, et Daniel, j'aimerais que tu nous racontes comment ça se passe aujourd'hui, que cette démarche d'innovation managériale était initiée depuis plus de 2 ans et demi, il me semble. Comment ça se passe aujourd'hui dans l'organisation ? Je dirais d'abord, c'est les relations entre les gens. Déjà moi avec les associés, les relations sont autres, on est beaucoup plus proches, il y a des gens avec qui c'était plus délicat avant. Je n'ai absolument pas de peur d'aborder des sujets qui sont plus délicats ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un grand niveau de confiance. Après, entre toutes les autres personnes de l'entreprise, c'est la même chose, c'est vraiment vraiment la notion de confiance qui a grandi, et les gens ont grandi aussi, c'est ça qui est important, parce qu'en fait les gens, si on leur fait confiance et qu'on leur dit aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire mais j'ai confiance en toi, c'est pas vrai, il faut l'exprimer aussi, il faut des mots pour l'exprimer, ça c'est très important. Et quand on le dit, alors à partir de là, en fait, on n'a rien fait, mais en fait ils grandissent, quoi. Et ça c'est très important, je trouve. Vous en êtes où du coup sur le chemin ? Alors sur le chemin, c'est toujours, hein, comme moi je dis toujours, c'est un chemin, c'est une course à laquelle on a pris le départ, mais en fait il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc déjà il faut être taré pour prendre une course alors qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Mais bon voilà, c'est comme ça, et donc ça c'est important. Donc ici, ce qui se passe, il y a sur la route forcément, hein, il y a des nids de poules, il y a tout un tas de choses, mais c'est ça qui est important, il faut les prendre, il faut les prendre comme des cadeaux. Et c'est pas toujours facile à expliquer à quelqu'un qu'on a vraiment une galère, qu'elle soit relationnelle ou autre, et à ce moment-là, dire c'est un cadeau, quoi. C'est vraiment du golden shit qui nous arrive, et qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va grandir de toutes ces choses-là, comment chacun va grandir de ça, quoi. Ça c'est hyper important d'arriver à faire ça, quoi. Donc il faut laisser le temps au temps, et ça c'est quelque chose que je trouve de très très important, c'est de pas tout vouloir tout de suite, et penser que
c'est des coups de baguette magique ou quoi, magique ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. C'est vraiment du temps. Il faut laisser du temps. Et ça, c'est important. Et si on donne ça, ces ingrédients-là, alors ça passe et tout le monde grandit. Et ça, c'est important. C'est quoi les difficultés que vous vivez aujourd'hui, Daniel ? Alors, la difficulté, c'est que chacun... c'est comme si vous êtes en fait... c'est comme si on est sur un grand canoë ou quelque chose, on est tous à ramer. Mais en fait, le canoë, il avance vite quand tout le monde rame à la même vitesse et avec la même puissance. Et vous mettez exactement les mêmes personnes. Mais des gens qui rament beaucoup plus vite, trop vite, et des gens qui rament très lentement, etc. Et vous les mettez tous en même temps. Alors un canoë, premièrement, il ne va pas tout droit, parce il est emmené un peu partout. Et puis, il y en a des gens qui mettent de l'énergie pour rectifier et de garder le cap de l'autre côté. Donc ce sont ces notions de vitesse que chacun... tout le monde a sa vitesse. Et il n'y a pas deux vitesses les mêmes. Donc, mais on est tous dans le même bateau. Alors arriver à avoir un bateau avec des rameurs et qui rament tous, aucun rame deux fois de la même façon, waouh, c'est pas si simple que ça, quoi. Voilà, je dirais que en tant que capitaine encore, je pense que c'est un gros défi. La magie de votre équipe, c'est quoi, du coup ? C'est que je crois que les gens y croient. Ils croient à quelque chose, ils savent pas où ils vont, mais ils y croient. Donc je trouve qu'ils sont un peu tous tarés. Mais tout compte fait, si tout le monde est taré, c'est bien, quoi. Voilà. T'entends quoi par taré, exactement ? C'est pas rationnel. Il faut pas essayer de chercher du rationnel dans cette chose-là. Ça vient de l'intérieur. Donc faut abandonner son cerveau gauche et il faut aller chercher des réponses dans le cerveau droite. Et là, surtout pour les informaticiens, c'est pas toujours c'est pas toujours le top, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, des trucs un peu croustillants ou irracontables dans cet processus de transformation que vous avez vécu ? Je dirais que oui, j'en ai une, c'était quand on avait notre première tentative de faire élection sans candidat. On l'avait fait pour les petits cailloux. Parce que j'avais vraiment adoré cette histoire dans le livre d'Alexandre, cette notion de petits cailloux, parce que dans toutes les entreprises, il y a plein de petites choses qui sont, les petites cuillères dans la cuisine, mais il en manque toujours, elles disparaissent, ok ? Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, j'en ai marre de manger mon yaourt avec une grosse cuillère, parce qu'il n'y a plus de petites cuillères. Enfin bref, c'est des exemples, hein, ou papier de toilette qui manque, enfin bref, peu importe. Il y en a beaucoup dans des entreprises, des choses comme ça. Donc on a dit, on va commencer par des petites choses simples, hein. Ça ne sert à rien de mettre la barre à 2,50 m, hein. On va d'abord la mettre à 80. Et on avait fait ça, puis on a dit, on va essayer, et on va faire élection sans candidat. Donc on a fait élection sans candidat, et la personne qui en est ressortie, alors là, s'attendait, mais jamais d'être la personne qui aurait été élue par toute l'entreprise, mais vraiment jamais, quoi. Et à ce moment-là, quand je lui ai demandé, j'ai dit, mais voilà, c'est toi qui as été... Elle ne voulait pas me croire. Elle ne me croyait pas. Elle dit, mais non, tout le monde n'a quand même pas. Parce que dans les caractéristiques qu'on avait fait avant, elle dit, mais je ne corresponds pas à ces caractéristiques. Écoute, c'est comme ça qu'ils te voient tous. Donc, c'est toi qui sors, quoi. Hein. Et elle croyait que je rigolais. Vraiment, elle ne voulait pas me croire. Mais je dis, non, c'est toi. Elle dit, mais moi, je ne veux pas faire ça. Je ne suis pas capable de gérer les petits cailloux de tout le monde dans l'entreprise, etc. Je ne suis pas capable. Je dis, écoute, c'est tout le monde qui a voté. Après, derrière, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. En fait, elle a dit oui, pas parce qu'elle se sentait capable, mais c'est par la confiance que tout le monde a eu en elle, en fait, qui a dit, mais c'est toi qui es capable de... Autrement, jamais elle se serait même pas présentée, ni rien du tout de l'autre côté. Donc c'était... Et puis après, derrière, elle a assumé son rôle de façon super. Donc c'est vraiment bien, je trouve, comme histoire. Le reste, c'est plus personnel. Je vais aller un peu clash, hein, mais par transitivité, je dirais que j'ai récupéré mon fils. Waouh. Ouais. Ça m'a tellement transformé, tous ces trucs-là. Waouh. Là, j'en ai les poils qui dressent là. Moi aussi. Ouais. Et c'est une vérité, ouais. Merci, Daniel. Merci d'avoir écouté Matin, Midi et Soir, produit par Innovan Experience. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux Innovan Experience.
Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur matinmidieetsoir.fr. À la prochaine. Je cite le livre de Marshall Rosenberg qui est les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres. Non, ce sont des fenêtres, mais peuvent être aussi des murs. C'est ça, ce sont Voilà. des fenêtres ou bien peuvent être des murs. Tu me la coupes celle-là, on la refait. Un refrain. On cite le livre de Marshall Rosenberg, les murs sont des fenêtres, voilà. Les murs sont des fenêtres. Non, Sophie, c'est les mots. Ça, tu peux mettre, n'importe quoi. Alors,